En tout cas, c'est marrant de te voir comme ça, tu sais, parce que sur tes vidéos, sur ton compte Instagram, on te voit avec tes tenues de... Comment on dit? C'est quoi le terme déjà? D'alpiniste. Merci, j'allais dire de grimpeuse, mais pas du tout. Et là, on te voit en mode femme, etc. Donc j'aurais pu venir en tenue d'alpiniste, ouais, si tu voulais. J'aurais bien kiffé, ouais. La prochaine fois, pourquoi pas. La première fois, on se fait un petit délire comme ça, ouais. Mais trop heureuse de te recevoir. Je disais tout à l'heure à Constance que je l'avais découvert grâce à la vidéo que tu as fait sur Instagram, où tu racontes ton histoire, tu vas nous en parler évidemment. Et j'ai trouvé que c'était hyper poignant. En plus, t'es en face cam, tu dois être au sommet de je ne sais quel pic, et donc c'est très naturel, tu vois. Enfin, c'est sans filtre, en fait, très authentique, et ça m'a vachement touchée. Et du coup, je me suis dit, je veux la rencontrer. Ça a commencé comme ça. Et ben voilà, on se rencontre aujourd'hui, trop contente d'être là aussi parmi vous, et je suis sûre qu'on va avoir plein de trucs à se raconter. C'est toi surtout qui va nous raconter toute ta vie, Constance, on veut tout savoir. Avant de commencer, Constance, je te propose de regarder le petit mot, il est tourné sur le dos. Okay. En fait, chaque invité écrit un petit mot ou une question à l'invité suivante sans savoir qui tu es. Elle connaît que ton prénom. Ok. Ouais. Je dois lire la question. Donc, Constance, quelle est ta relation avec la peur? Hyper intéressant pour le coup. Eh ben vas-y, tu peux y répondre si tu veux. Ça dépend dans quel contexte et circonstances, parce que pour moi, il y a plein de peurs différentes. Du coup, par rapport à mes expéditions, j'ai pas forcément très peur parce que je me suis préparée pour, et puis s'il arrive quelque chose, et ben c'est la vie en montagne et on peut pas faire autrement. Après, il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'ai très peur, par rapport à mon retour plutôt là de l'Everest, par rapport à ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir pour l'association, comment je vais réussir à faire en sorte que tout fonctionne correctement et bien bosser avec mes équipes. Donc c'est plutôt ça mon challenge et ma peur plutôt que de gravir l'Everest. C'est dingue. Ouais. Et j'ai hâte de comprendre comment t'en es arrivée là, même si je connais un petit peu une partie de ton histoire. Quel âge tu as, Constance, s'il te plaît? J'ai 26 ans. Ok, donc t'es hyper jeune. Donc... Hyper, je sais pas. Mais... mais si t'es hyper jeune, enfin, pour tout ce que tu as fait déjà, c'est un truc de dingue. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tout a commencé pour toi et peut-être expliquer, parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de sportives et encore moins des alpinistes, j'ai envie de dire, au micro des locomotives. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais de ta vie et puis comment tout a commencé en fait? Ouais, donc je m'appelle Constance Schirer, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice et la directrice de l'association 7 sommets contre la maladie, donc qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et 7 sommets, puisque mon projet depuis 4 ans maintenant, c'est de gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc c'est le challenge des 7 sommets. Donc en fait, il y a 4 ans, j'ai retrouvé une lettre qu'avait écrite mon papa, dans laquelle il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Donc j'ai perdu mon père à 9 ans. Il s'est battu pendant 4 ans contre un cancer. Et je savais qu'il avait toujours été fan de montagne, etc. Et en fait, c'est 17 ans après son décès que je découvre son dernier souhait. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, tout le projet 7 sommets et la création de l'association et tout ce qui est en train de se créer autour de tout ça. Par rapport au message de peur, en fait, c'est que là, j'ai créé quelque chose qui me dépasse complètement, et qui dépasse complètement ma propre personne, parce que c'est une cause qui aujourd'hui n'est pas du tout défendue en France, qu'il n'y a aucune association liée ou dédiée à ça, et alors que c'est une cause énorme par rapport au cancer, parce qu'en fait, il y a 150 000 personnes qui décèdent chaque année d'un cancer. Et on est beaucoup focalisé sur la personne malade et souvent on en oublie que
il y a du monde autour qui soutient. Ceux qui restent. Et surtout ceux qui restent après, en fait. Une fois que la personne part, on a un peu l'impression que, c'est fini, la personne est décédée, on n'a pas pu la sauver. Mais en fait, après, il y a d'autres personnes à sauver qui ont autant souffert de toute la phase de maladie. Moi, mon père était malade pendant 4 ans. Donc, c'était quand même 4 ans de souffrance pour finir sur son départ. Et c'est un moment où on a vraiment besoin d'être accompagné, où on a besoin d'être soutenu. Et tu vois, là, j'en ai des frissons, mais encore... donc, je suis passée sur l'émission Échappée belle la semaine dernière. Et je viens de recevoir un mail il y a 1 heure d'une maman qui regardait l'émission avec son fils de 8 ans. Et le papa est décédé en octobre d'un cancer. Et donc, dans l'émission, on montre l'association. On a planté des arbres avec une 30aine d'enfants de l'asso et tout. Et donc, ils ont regardé l'émission ensemble. Et donc, elle écrit dans le mail, son fils ne parle pas depuis le décès de son père. Et elle lui a demandé, est-ce que t'aimerais participer à ce genre d'activité et rejoindre une association comme ça, rencontrer des enfants comme ça? Et elle s'attendait à un non et il a dit oui. Oh. Et tu vois, c'est là où je me dis, vraiment, c'est moi qui ai créé tout ça, mais c'est... Tu vois, ça me dépasse complètement et je pensais pas du tout en créant l'asso et en créant l'asso et en faisant les 7 sommets, que j'allais défendre une cause aussi grande et où les gens allaient vraiment me voir et où les enfants surtout allaient vraiment me voir comme un modèle comme ça, quoi. C'est énorme. Ouais. C'est des sujets tellement tu vois, non, mais en fait, poignants, c'est ça. Et oui, il y a le challenge 7 sommets. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça mon plus gros challenge parce que on se dit, elle va gravir l'Everest, c'est un truc de ouf et tout. Mais en fait, moi, dans ma tête, mon plus gros challenge, c'est plus l'association. C'est la mission. Ouais, c'est la mission. C'est la cause. Et c'est comment je vais défendre cette cause au mieux. Comment je vais pouvoir communiquer sur cette cause, via des podcasts, via des émissions de télé, via les réseaux sociaux aussi, qui aident vraiment beaucoup. Parce que quasiment tous les enfants et les familles de l'asso aujourd'hui viennent de Insta et de TikTok, clairement. Incroyable. Ouais. Donc voilà un peu là où j'en suis. Bravo. Déjà, bravo. Chapeau. Et c'est vrai que c'est pas facile de porter des missions comme ça qui ont un rapport à la mort, en fait, au départ, des gens qu'on aime, à la maladie. Et c'est très tabou, surtout. Oui, parce que ça nous fait peur. Moi, j'en suis la première, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu peur rien que de prononcer le terme. Depuis toute petite, c'est un truc qui me fait peur. Et je pense qu'on en a peur. C'est pour ça qu'on n'ose pas en parler. Et qu'en fait, c'est une erreur parce que plus on en parle, plus on est OK avec ça, je pense. Exactement, et c'est là où j'ai envie qu'il y ait des choses qui se débloquent en France, pour les adultes, les parents qui restent, mais aussi pour les enfants, où ils se sentent pas bloqués de parler de ça, parce qu'à l'école c'est compliqué, avec les maîtresses c'est compliqué, avec les gens autour de nous c'est compliqué. Donc, Et puis il y a aussi, moi je sais que j'ai une de mes meilleures amies, son papa était malade, pas d'un cancer, mais d'autre chose, et je sais qu'elle a toujours cette peur en elle de tomber malade. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que tu vas avoir le même destin? Moi, mes 2 parents ont été touchés par un cancer. Wow. Ma mère a eu un cancer du sein aussi. J'étais en école de commerce à ce moment-là, donc j'étais quand même plus âgée, mais ça a été un gros choc. Et effectivement, dans ma tête, je me dis, fais le maximum de choses que tu puisses faire dans toutes les journées que tu as dans ta vie, parce que j'ai hyper peur aussi d'avoir d'une maladie un jour. Je veux dire, quand tes 2 parents ont été touchés par un cancer, tu te dis, la probabilité que j'en ai un jour, elle est quand même sacrément élevée. Et ça se développe de plus en plus, quoi. Donc, j'essaie quand même de faire attention à mon hygiène de vie, mais il n'y a pas que ça. Mon père il fumait pas, il buvait pas beaucoup non plus, un verre de temps en temps. Et pourtant, voilà. Et ma mère, pareil, et c'était des sportifs tous les 2. Il n'y a vraiment pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. L'injustice. Je veux dire, c'est quand même hyper important d'avoir une hygiène de vie correcte. Et oui, le fait de fumer ou de boire trop d'alcool ou de pas suffisamment dormir peut augmenter les risques de cancer. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Des fois, ça te tombe dessus et il n'y a pas d'explication, en fait. Il n'y a pas de réponse à pourquoi, en fait. Ouais. On ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. On n'a pas toutes les réponses. Moi, j'ai rencontré tellement de mamans comme ça où elles étaient sur
leur fin de vie. Et c'était des mamans qui avaient 35, 36 ans, des enfants, des petites filles de 3-4 ans et enfin, là, des rayons de soleil, quoi. Vraiment des rayons de soleil. Et on a passé les 6-8 derniers mois de leur vie ensemble à essayer de faire un maximum de choses pour les enfants, pour que les enfants aient des souvenirs de leur maman et des souvenirs heureux aussi. Parce que souvent, la période de maladie, c'est pas non plus la période la plus heureuse de notre vie quand on voit nos parents à l'hôpital tous les soirs. Et voilà, là, on a une maman qui est décédée l'année dernière. On devait aller à Disneyland Paris. C'était le cadeau de Noël de ces 2 filles. On devait y aller mi-janvier, donc exactement il y a 1 an. Et elle est décédée 3 jours après le cadeau de Noël, quoi. Waouh. Donc, c'est quand même... c'est difficile. Ben ouais. Franchement, c'est difficile. Et puis, forcément, tu as envie d'être là pour les enfants au mieux que tu peux. Tu as envie de pouvoir les aider, de les accompagner. Et forcément, ça donne aussi une volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement qu'on propose aux enfants aujourd'hui, qui est beaucoup lié à des événements, à des sorties sportives, à des week-ends au Vendée Globe, au Tour de France, des choses comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses à faire encore. Comment tu fais pour... je sais pas si tu arrives à faire d'ailleurs, mais justement à te détacher de tout ça quand tu rentres chez toi, quand tu as des moments posés où c'est le moment de chiller. Est-ce que tu arrives à mettre tout ça de côté et à te dire la vie est belle, cuicui les petits oiseaux, tu vois? Alors, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de moments pour chiller. Parce que je travaille à côté. D'accord. Du coup, à côté de l'asso, à côté du projet 7 sommets, à côté de la réalisation de mon film et de mon livre qui sortira en septembre. Mais tu fais quoi ? Donc du coup, je t'avoue que ma vie, c'est du minuté. Ouais, c'est robot, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, genre là, ma semaine, j'ai fait 17 heures de voiture entre samedi et mardi soir. Super. Et tous les jours, je suis avec d'autres gens dans des projets totalement différents. Donc non, j'ai pas trop le temps de me poser et de réfléchir. Et t'as pas le temps de penser. Et finalement, ça t'impacte pas trop, je veux dire, le moral de... Alors si, ça m'impacte forcément parce que tu t'attaches aux gens en fait. Enfin, je veux dire, là, la maman dont je parlais, j'étais vraiment très très attachée à elle et forcément, ça m'a fait énormément de peine et voilà, tu peux pas ne pas pleurer, tu ne peux pas ne pas avoir de sentiments, tu peux pas être complètement détaché de la situation. Après, il faut savoir prendre du recul aussi, surtout vis-à-vis des enfants parce que pour l'avoir vécu, pour avoir perdu mon père, moi j'avais pas envie que quelqu'un puisse être plus triste que moi. C'était pas possible pour moi de me dire que des gens vont plus pleurer que moi ou vont être plus tristes que moi parce que ils vivaient pas avec lui au quotidien en fait. C'était pas un pilier pour eux dans leur vie. Enfin oui, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient bien, mais je veux dire quand c'est dans la maison, quand c'est quelqu'un qui est avec toi tous les jours et que t'es sur le canapé le soir quand tu prends le petit déjeuner ensemble, c'est lui qui t'emmène à l'école. Enfin, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans ton environnement proche, mais tu es pas avec. Donc, c'est important de savoir prendre du recul et surtout savoir là où tu dois te positionner toi. Toi, t'es là pour soutenir. En fait, t'es là pour accompagner et aider les enfants. Donc, c'est ça ton rôle et tu as le droit d'être triste à côté, mais par contre, quand t'es avec les enfants, tu peux... Tu prends sur toi, quoi. Ouais, faut prendre sur soi et il faut surtout leur apporter quelque chose de très positif et qui leur donne envie de se rendre compte que la vie va être encore super belle et qu'ils vont avoir des milliers de projets magnifiques qu'ils vont pouvoir réaliser et que évidemment leur maman ou leur papa là-haut sera toujours fier d'eux et sera toujours là pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner différemment puisque plus là physiquement, mais ils seront quand même encore là. Quand tu as trouvé la lettre dont tu parles là, de ton papa, est-ce que tu l'as trouvée quoi par hasard ou c'est une lettre qui t'était réservée? Oui. Ouais. En fait, du coup, la lettre, c'est pour sa cérémonie d'enterrement. Donc, il avait écrit tout le détail de sa cérémonie d'enterrement. Donc, l'entrée, les chants, les musiques, comment il voulait que les gens soient habillés, donc de la couleur,
les associations qui voulaient soutenir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Mais j'ai découvert après que l'association qu'il a voulu soutenir avec ma famille s'appelle À chacun son Everest. Et c'est une asso à Chamonix qui a été créée par Christine Janin, qui est la première française à avoir réalisé le challenge des 7 sommets. La première et la seule. Donc en gros, les sous qui ont été récoltés à l'enterrement de mon père ont été donnés à cette association et finalement à Christine, où je suis littéralement en train de suivre ses traces, puisque j'ai créé mon association et je serai la deuxième femme française, si j'arrive au bout du challenge des 7 sommets, à le faire. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça juste fou. Et je l'ai découvert peu de temps avant de gravir le Mont Blanc, quelques jours avant. Et en fait, j'ai l'impression que tout a été fait beaucoup de hasard. Mais donc, pour revenir à la lettre, à la fin, il dit donc qu'il souhaite que le cercueil reparte seul, accompagné de Marie et Constance, donc Marie qui est ma maman. Et ensuite, il dit « Je souhaiterais que mes cendres soient dispersées à plusieurs endroits, si possible sur le plus haut sommet de chaque continent. » Et en fait, du coup, cette lettre, finalement, sa cérémonie d'enterrement, tout le monde l'avait eu en main. Hein. Tous ses amis, ma famille, tout le monde le savait. Donc, c'est là où c'est incroyable parce que ça veut dire que cette lettre, tout le monde était au courant, personne m'en a jamais parlé et je l'ai découverte, moi, 17 ans après, quoi. Et du coup, ouf. Ouais, non, mais vraiment, c'est... Ouais. Mais ton père avait un rapport avec l'alpinisme Alors, oui et non. Enfin, il était sportif, il adorait la montagne, il adorait le ski. Vraiment, sa passion, c'était le ski. Et du coup, juste après son décès, moi, j'ai commencé le ski à 2 ans et demi. Je suis rentrée en club à 6 ans. Et après son décès, j'ai commencé la compétition et j'étais jusqu'en circuit Coupe d'Europe, assez haut niveau en ski. Ça s'appelle des filles citadines, pour ceux qui connaîtront. Okay. Et c'était mon lien avec lui parce qu'il adorait vraiment ce sport et la montagne. Après, de là, être un alpiniste, non. Parce qu'il faisait beaucoup de randonnées, il faisait des randonnées un peu sportives, etc. Mais il n'avait jamais gravi de sommet de sa vie. Mais je pense qu'en fait, quand il est tombé malade, je pense pas parce qu'il l'a écrit, il est en train d'écrire un livre, en fait. Ah, waouh, ok. Depuis ma naissance, il avait écrit pas mal de choses. Et là, quand il est tombé malade, il s'est dit, j'ai vraiment envie de laisser une trace. Et en fait, du coup, on lui a donné 6 mois. Quand on a appris son cancer du pancréas, on lui a dit, vous en avez pour 6 mois, quoi. Et en fait, il s'est dit, mais j'ai fait quoi de ma vie qui va laisser une trace dans ce monde, quoi. J'ai bossé comme un dingue. J'ai eu une fille superbe, mais j'ai pas suffisamment, peut-être pas suffisamment profité avec elle. Et moi, en tant qu'homme, en fait, j'ai rien fait vraiment pour moi. J'ai pas mené un projet vraiment pour moi. Et je pense qu'il s'est dit, je sais pas comment il a trouvé ce projet des 7 sommets, je sais pas c'est ouf. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et du coup, effectivement, c'est né de là. Et ensuite, moi, j'ai découvert, après donc avoir découvert la lettre, j'ai gravi le Kilimandjaro. Et en rentrant du Kili, je découvre... C'était ton premier sommet ? Oui, ouais. Ouais, c'était le premier sommet. En fait... Donc, j'ai découvert la lettre en mai 2021 chez ma tati. Et moi, je partais en séjour humanitaire en Tanzanie en juillet, donc 2 mois après. Et j'étais à 1 heure du Kilimandjaro. Et c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à côté d'un des 7 sommets. Et je me suis dit, impossible que... là, c'était 17 ans après. Je retrouve la lettre de mon père. J'ai beaucoup voyagé. Mes parents m'ont toujours emmenée un peu partout. Je me suis jamais retrouvée à côté d'un des 7 sommets. Et en plus de ça, le sommet des 7 qui est le plus facile et le plus accessible. Et je commençais un peu à en discuter autour de moi. Et je me suis dit, non, là, ça a l'air vraiment chaud, en fait. Hein. Ça a l'air quand même vraiment chaud. Il faut vraiment se préparer et tout. J'étais pas trop préparée. Et en fait, quand je suis arrivée en Tanzanie, je me suis dit... je pensais qu'à ça, quoi. J'étais complètement obsédée par ça. Je dormais pas la nuit. Fallait que tu le fasses, quoi. Ouais. C'était obligé, fallait que je le fasse.
Et du coup, j'ai dit à ma copine avec qui j'étais partie en voyage, je lui ai dit, écoute, si tu veux venir avec moi, je vais vraiment aller tenter de faire le Kilimandjaro. Et elle m'a dit, je te laisse, il n'y a pas de souci, vas-y, mais sans moi. Et voilà, ça a été une expérience, ma première vraie expérience d'ascension, puisqu'il est quand même à 5900 mètres d'altitude. Et mais tu t'es préparée un peu ou... Du coup, non. Non, du coup, honnêtement, je manquais un petit... Enfin, on va dire la préparation en soi, comme j'ai fait 10 ans de ski et je faisais 35 heures de sport par semaine. Okay. Donc... t'avais une certaine préparation de toute j'avais manière. Quand même... Enfin, j'étais habituée à aller en haute montagne, j'étais habituée à rester longtemps dans le froid, à beaucoup marcher ou à être très longtemps dehors. Donc ça, pas de souci. Par contre, c'était plus la préparation des équipements, où là, par contre, c'était pas idéal du tout. Quoi. Merde. Ouais. Ils ont oublié de me prendre une grosse veste pour le sommet. Enfin, ouais. J'avais pas un bon sac de couchage, donc j'avais froid toutes les nuits. Genre vraiment, j'avais super froid. J'avais pris un sac de couchage en partant de chez moi, mais c'était un sac de couchage pas adapté. C'était un truc -5, mais il fallait au moins un truc -20 pour être vraiment quand même bien, quoi. Donc voilà, c'était les petites... Enfin, je vais même pas dire erreur, parce qu'en fait, comme je savais pas si j'allais le faire, je ne m'étais pas non plus... j'avais pas préparé... C'était du last minute. Ouais, c'était du last minute, quoi. Et comment qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience, finalement ? Ça a changé ma vie. Voilà, juste ça. Ouais, ça a changé ma vie parce qu'avant, je bossais à Paris dans le groupe LVMH. D'accord, rien à voir. Ah oui, vraiment rien à voir. Ouais. J'étais dans la cosmétique et après j'étais dans les vins et spiritueux. Donc vraiment rien à voir. Et donc là, aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, tu travailles à côté, tu fais quoi ? Là, je travaille pour un tournoi de tennis féminin qui s'appelle les Internationaux de Strasbourg et qui est passé l'année dernière en catégorie 500. Donc on est passé 3e tournoi de France derrière Roland Garros et Rolex Paris Master. Voilà. Et je suis commerciale. Canon. Ça, là, pour le coup, c'est peut-être mieux. C'est un peu plus dans tes rails. Et ça correspond plus aussi à mon mode de vie et à la flexibilité dont j'ai besoin. Et comment ça se passe par la suite ? Parce que du coup, le Kilimandjaro a changé ta vie. Et là, tu te dis, allez, let's go, faisons les 7 sommets. Alors, presque. Presque ? Ouais. Enfin, en gros, ça a commencé à... Le Kilimandjaro a vraiment changé ma vie et c'est vrai que j'étais tellement bien en montagne et tellement bien seule parce que t'as pas de réseau, t'as pas du monde autour de toi en train de te parler et c'est vraiment une introspection sur soi-même, tu vois. Enfin, et puis en plus je suis partie vraiment toute seule. Enfin, je veux dire, il y avait pas d'autres clients avec moi, donc il y avait les locaux qui m'accompagnaient, les guides et tout, mais personne ne parlait français, donc j'étais vraiment en train de monter. Voilà. Genre seule. Et c'était mais vraiment incroyablement ressourçant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à Paris, en fait ? Mais vraiment, qu'est-ce que je fous à Paris ? Genre, qu'est-ce que je fous dans cette vie ? Est-ce que c'est ça dont tu as envie dans ta vie, en fait, Et tu vois, je pense que ça m'a fait aussi un peu réfléchir par rapport à mon père, par rapport à tout ce que lui s'était dit quand il est tombé malade. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est ce chemin que je veux suivre ? Est-ce que je veux travailler toute ma vie comme une dingue pour une boîte qui, en fait, peut me changer comme un pion ? Et oui, je vais peut-être gravir les échelons, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie au plus profond de moi ? Est-ce que finalement, avoir un travail qui me permette de mener mes projets à côté et de faire des choses qui me tiennent vraiment à cœur, c'est pas... plus intéressant et plus porteur aussi, plus de sens pour moi. Et voilà, ça c'était un peu le début des réflexions. Et en fait, surtout, et c'est là vraiment le big, un truc qui a fait tout changer, c'est que j'atteins le sommet du Kilimandjaro, je redescends, je fais un message à ma mère et en gros, elle l'envoie à tous nos amis de partout dans le monde. Voilà, Constance, avec la photo, Constance est arrivée au sommet du Kilimandjaro pour son papa, etc. Vous avez des amis partout dans le monde ?
Ouais, enfin partout dans le monde, non, mais au Canada, au Vietnam, au Brésil, dans pas mal d'endroits, ouais. Et c'était des très très bons amis à mon père qui bossaient, enfin du coup dans ces pays-là. D'accord. Donc du coup, elle envoie avec la photo. Et là, donc évidemment, il y en a plein qui répondent, c'est incroyable et tout. Et un des meilleurs amis de mon père, du coup, qui habite au Canada, nous répond. C'est incroyable, mais il y a quelques semaines, j'ai trié mes mails et j'ai retrouvé un mail de 2003 que j'avais écrit pour ton père à l'explorateur Mike Horn. Donc je sais pas si tu vois qui est Mike Horn, mais et donc là je me dis c'est quoi ce truc de fou quoi. Enfin je sais pas possible. Enfin le hasard de retrouver un mail de 2003 etc. Donc bref je lis le mail et là vraiment je me dis ok, là je peux pas m'arrêter là quoi. Genre c'est vraiment pas possible de s'arrêter là. En gros, dans le mail, je comprends que c'est le projet de mon père de faire les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Que il voulait communiquer et le médiatiser autant que possible. Écrire un livre, faire des colloques, des interviews, des plateaux télé pour dire à toutes les personnes malades quoi qu'il se passe dans la vie, enfin, en gros, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il faut continuer à se battre, à se fixer des objectifs et à mener des projets, quoi. Enfin, et à avancer. Et en fait, le truc le plus dingue, enfin, encore plus dingue que ce que je viens de dire là, je sais que c'est la femme de Mike qui a répondu à ce mail, donc Cathy, en disant « Voilà le numéro de Mike, il est en expédition et il rentrera d'ici une quinzaine de jours, vous pouvez le contacter là. » Et il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas d'autres informations derrière. Et du coup, faut savoir quand même que la femme de Mike est aussi décédée d'un cancer en 2015, donc quelques années après. Et que Mike a aussi 2 filles qui ont presque mon âge. Enfin, là, je me suis dit, il y a vraiment trop de coïncidences et trop de choses aussi. Enfin, pour moi, déjà, je comprenais que la dimension du projet de mon père, enfin, de disperser ses cendres, c'était pas du tout un projet personnel, c'était vraiment un projet qui avait pour but de mettre en avant une cause globale et la cause du cancer. Donc, forcément, pour moi, ça allait plus loin et je me suis dit, c'est vrai que si je fais ces 7 sommets, j'aimerais bien aussi le faire vraiment pour une cause, quoi. Enfin, et c'est là où je me suis dit, je vais pas le faire pour les personnes atteintes de cancer, parce que je pense que quand on défend une cause, c'est hyper important de l'avoir vraiment vécu et que j'ai pas vécu la maladie. Moi, j'ai vécu la maladie de mon père. Et c'est comme ça, après, que j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'asso en France dédié aux enfants et que j'ai voulu essayer de faire un projet avec une grosse asso. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout médiatisée. Enfin, vraiment, j'avais créé mon compte Insta, j'avais 200 abonnés sur Insta en novembre 2021 et je me sentais pas du tout légitime à créer vraiment ma structure et tout. Et en fait, j'ai fait l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 et ça m'a vraiment lancée. Avec Faustine. Ouais. On l'adore, Faustine, on t'attend d'ailleurs. Ok, super. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tu peux totalement créer ta structure associative, mener tes projets, tu vois, j'ai tellement eu cette vague, je pense que tu dois connaître aussi quand les gens te soutiennent à fond, ils sont en mode c'est incroyable, le projet est ouf et tout. Ça m'a donné la force en fait d'y aller et de me dire je me lance, j'y vais. Je sais pas exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire et tout. Mais en fait, je pense que ce qui est hyper important dans la vie, c'est que quand on sent au plus profond de soi qu'il faut qu'on y aille et que, c'est le moment et c'est ça qu'on doit faire. Je pense qu'il faut essayer de mettre du coup, justement, la peur de côté, même si tout n'est pas parfait. Tu vois, rien ne sera jamais parfait et tu lanceras jamais des projets où, genre, au millimètre près, tu seras bien organisé, bien structuré, etc. Mais juste au bout d'un moment, il faut faire le premier pas. Et une fois que le premier pas est fait, après, tu vois, ça déroule tout seul, quoi. Ça te donne l'élan. Ouais, exactement. Et comment t'as organisé les choses après pour justement gravir d'autres sommets? Tu vois, est-ce que t'as structuré le truc? Tu t'es dit, ok, je vais m'organiser comme ça, il y aura tel objectif pour tel moment de l'année. Tu vois, comment ça s'est passé? Ouais, carrément. C'est vrai qu'après, une fois que j'ai décidé de faire les 7 sommets, donc j'ai créé ce compte Insta et tout, et puis j'ai un
copain d'une copine, donc qui fait tout le projet Cette Sommet avec moi, qui est caméraman, donc Hugo Lorenz. Il te suit partout. Voilà. Donc ça a été la première étape. C'est lui qui m'a dit quand même, un projet comme ça, faut le filmer. Dommage de pas avoir d'image de ça, quoi. Donc ça, c'était janvier 2022 où on a commencé du coup à collaborer ensemble. On a fait un premier sommet qui était le Mont Blanc en entraînement parce que lui n'avait pas non plus fait beaucoup de haute montagne dans sa vie. Il était très sportif. Il faisait de l'escalade notamment, championnat de France, etc. Donc très sportif. Je savais que il n'y avait pas trop de raisons que ça se fasse pas. Mais malgré tout, l'altitude, faut savoir que c'est pas du tout lié à un niveau sportif, que la réaction du corps est très variable selon les personnes. Ouais, je sais. Et je connais des gens vraiment qui sont méga sportifs et qui, par exemple, n'ont pas réussi l'ascension de la Concagua qu'on a fait en décembre 2022, qui est à presque 7000 mètres, parce que le corps était out. Enfin, vraiment. C'est-à-dire que le mal aigu des montagnes, ça blague pas du tout. Et c'est pas lié à une préparation physique ou au mental ou quoi que ce soit. Mais quand ça t'arrive, tu fais un œdème pulmonaire, je peux te dire qu'il vaut mieux que tu prennes l'hélico rapidos, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, si tu réagis très bien à l'altitude, globalement, ça va. Mais par contre, si tu fais des mauvaises réactions à l'altitude, en fait, tu ne pourras jamais aller au-delà de 5-6 000 mètres d'altitude, quoi. C'est fou, ça. Ouais. C'est flippant. Enfin, moi, ça me donne pas du tout envie de tester, tu vois. Non, mais pour le coup, la Concagua, je te recommande pas du tout. Mais t'inquiète pas, je n'avais pas prévu de gravir un sommet. Et d'ailleurs, tous les gens qui me contactent sur Insta et qui me demandent des conseils sur ce sommet en particulier, je leur dis, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été une grande partie de plaisir, tu vois. C'est très difficile, très dangereux. C'est la dernière journée qui est vraiment difficile. C'est 20 heures de marche quasiment. Et ouais, t'arrives à 7000 à partir de 6005. Ton corps, il commence à être vraiment pas bien, quoi. Enfin, t'as l'impression d'être drogué. Tu vois, ton esprit est complètement flou. T'arrives plus à avancer. Et en fait, quand on voit des documentaires de l'Everest ou des documentaires de haute montagne, on a l'impression que vraiment les alpinistes marchent à 2 à l'heure, mais pourtant, je peux t'assurer que dans ta tête, t'as l'impression que tu ne peux pas aller plus vite. Vraiment. Genre, c'est-à-dire que tu marches comme un escargot, et quand on te dit dans 100 mètres, t'es au sommet, tu te dis « Ah, mais ça va, dans 5 minutes, j'y suis ». Mais ça peut te prendre 20, 25 minutes, 30 minutes. Et c'est aussi pour ça que y a plein d'alpinistes qui vont faire demi-tour à 200 mètres du sommet, parce que en fait, l'épuisement est tel que faire juste quelques pas de plus, c'est plus possible, quoi. T'arrives plus. Tu peux plus avancer. Et vraiment, encore là, il y a quelques semaines, j'ai un copain qui s'est arrêté à 200 mètres parce que, et je le comprends vraiment, parce que pour l'avoir vécu, je me suis dit, mais les 200 derniers mètres, mais c'était l'horreur absolue. Pour moi, c'était vraiment un cauchemar. Vraiment. Franchement, ça me donne pas du tout envie, Constance. Mais, mais par contre, bravo, quoi. Enfin, moi, tu vois, j'ai l'impression que vous êtes des surhumains, en fait, de faire des trucs comme ça, là. Et je pense que c'est aussi... Ça a quand même un lien avec, je pense, le rapport à la mort, mine de rien. Ouais. C'est qu'il faut pas en avoir peur, tu vois, pour prendre de tels risques. Ouais. C'est impressionnant, vraiment. Parce que tu sais que c'est un risque, tu sais que c'est des conditions physiques extrêmes, c'est dangereux, la montagne est imprévisible, tu vois, c'est waouh. Faut avoir un état d'esprit, un mindset de dingue, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je t'avoue que je réfléchis pas trop. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, je fais ma vie. Mission, en fait, c'est même non, pas, mais je fais ma vie au jour le jour. C'est-à-dire que, enfin, surtout. Je vais pas te détailler ma semaine, mais c'est-à-dire que le train que j'ai pris là, je l'ai réservé 10 minutes avant d'arriver dans le métro en mode « Ah, mais j'ai pas de train, en fait. » Et ce soir, je dois être à Strasbourg à 18h, donc... Non, mais en plus, ouais. Mais bon, tu relèves toutes les missions impossibles. Et c'est pour ça que... Enfin, là, quand on me dit comment tu le sens, l'Everest, comment tu te... Enfin, est-ce que t'es stressée et tout ? Mais moi, dans ma tête, je n'y pense pas parce que donc, si tu demandais par rapport à l'organisation et tout, donc on réalise des documentaires qu'on sort chaque année.
Donc le 27 février, c'est la date d'anniversaire de mon papa. Et en fait, moi, j'ai envie que ce jour-là soit une grande fête et qu'on soit hyper nombreux à se retrouver. Et donc, ça va faire 3 ans. Enfin là, en 27 février, il y a le prochain documentaire qui sort. Et ça va faire 3 ans qu'on regroupe 700, 800 personnes le jour de mon anniversaire et où on montre en fait l'expédition qu'on a faite l'année d'avant. Donc là, par exemple, on projettera à Strasbourg la projection de l'Alaska, du Denali, qu'on a tenté 2 fois. Waouh. Et c'est pour ça que je te dis, là, je pense déjà à la sortie du documentaire qui est dans 6 semaines. Hein. Le documentaire n'est pas tout à fait fini. La billetterie, la communication, comme quand tu fais un gros événement. Et ensuite, on fera Lyon le 7 mars et Paris le 14 mars au Grand Rex. Voilà. Incroyable, superbe. Ouais. Et ça a été quoi ton point de vue ? Bon, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout, comment dire. Toi, tu le fais avec une vraie mission. Mais oui, il y a quand même un truc de dingue derrière. Mais je voulais quand même avoir ton ressenti sur le documentaire d'Inox. Ouais. Question relou, parce que je me dis qu'on a déjà dû te la poser, mais... Ouais, on me la pose tous les jours, mais... Ah ouais, tous les jours ? Ouais, franchement. Ah bah non, alors on change. On change de question. Non. Ah, c'est chiant. Non, mais je trouve que c'est intéressant quand même parce que... évidemment, c'est lui qui a mis en lumière à fond l'Everest. Et quand il a annoncé l'Everest, moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je le projette. C'est dans tes projets, Enfin, là, en fait, si je le fais en avril, c'est parce que c'est ma dernière année pour être la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest. Voilà. Et donc, parallèlement, il y aura mon livre qui sortira en septembre prochain. Mais voilà, c'est vraiment la parenthèse par rapport à Inox. Quand il l'a annoncé... je savais pas du tout, j'ai été mitigée entre est-ce que c'est positif pour moi, est-ce que c'est négatif pour moi par rapport au fait que je savais que j'allais moi le tenter l'année d'après. Dans un premier temps, tu vois, j'étais plus dans ce mood-là et quand j'ai vu son doc, je me suis dit franchement, il s'est bien préparé, il a fait le truc correctement. Il y est pas allé à l'arrache en mode tout le monde est capable de faire l'Everest parce que c'est pas vrai. Vraiment, genre, je t'ai dit par rapport à l'altitude et complètement. Tout. Et là, tu pars 2 mois. Hein. Enfin, tu pars 2 mois sur une montagne. C'est ouf. Et quand tu vois certaines personnes qui ne savent même pas faire 3 manips, qui sont pas du tout préparées, c'est eux qui nous font prendre des risques à tous parce qu'ils se sont pas suffisamment préparés. Et je trouve que pour le coup, Inox, il a fait le truc correctement. Il a fait les ascensions qu'il fallait pour se préparer avant. Il a bien appris les manips, etc. Avec Mathis Dumas. Du coup, j'ai trouvé ça très positif parce que ça dénigrait pas du tout la montagne, ça dénigrait pas du tout la difficulté de cette ascension. On a vu quand même que c'était vraiment difficile et que il y a vraiment des morts sur ce sommet. Et puis il l'a dit au retour, il y a 6 personnes qui sont décédées parce qu'il y a eu un pan de neige qui est tombé. Donc je pense qu'il a pas du tout minimisé le truc et que son documentaire est magnifique. Enfin, on peut pas dire le contraire. Honnêtement, c'est exceptionnel. Les images sont exceptionnelles. Ouais. Il est super naturel. Il explique bien l'ascension et tout. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça top. Et surtout, je trouve que déjà, au niveau des documentaires, de manière générale, il a un peu dépoussiéré le truc en mode moi, je vais faire mon doc et ça va être un grand doc. Et puis, je critique pas du tout les productions et tout, mais je pense qu'il faut qu'on donne un peu plus d'action et tout. Et là, le fait de vraiment le suivre, lui, dans son expédition, et qui est pas trop de voix off, mais qui est plus son ressenti à lui, j'ai trouvé ça hyper cool. Et c'est un peu comme ça aussi que nous, on réalise nos documentaires avec Hugo, dans un objectif où vraiment les gens me suivent moi. Et je suis hyper naturel, en mode je vais rentrer dans la tente et je vais dire j'étais aux toilettes, tu vois. Non, mais vraiment c'est la vraie vie, quoi. La vraie vie. Je vais pas dire télé-réalité, mais c'est le concept. C'est le concept. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Et puis après, le fait de dire sortez de chez vous, arrêtez les écrans et tout, et que il y a quand même beaucoup de parents qui se sont retrouvés avec leurs enfants grâce à ça. Franchement, hyper positif comme message. Après, oui, il y a toujours des choses à redire et des modifications. Mais franchement, moi, je suis plutôt d'avis que quand on se lance et que c'est déjà pas facile de se lancer, il a géré, vraiment. Il a vraiment géré. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas pu... mais moi, je suis une petite nature...
que j'arrête de me répéter ça parce que du coup, mon cerveau commence vraiment à le croire et du coup, je le suis vraiment, tu vois. Mais le documentaire, pour te montrer ma fragilité, j'ai même pas pu le regarder. Je l'ai regardé en 30 minutes parce que j'ai avancé tous les passages où il est en souffrance, où c'est difficile, ça m'angoisse trop. Du coup, j'ai avancé le truc et je l'ai vu, je pense, en 20-30 minutes condensées. Mais j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. T'as regardé la fin quand même ou pas? Ouais, mais la toute fin. Genre, je suis allée vraiment. Quand c'était hardos, hop, non, je vais juste voir les trucs. Donc, le message de la fin où il se réveille, je sais plus où, il est à Cuba. Non, pas à Cuba, je sais plus. Mais quand il arrive au sommet de l'Everest avec le message et tout. Moi, je t'avoue, franchement, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je trouve qu'il y avait l'émotion qui était forte, quoi. J'avoue, j'ai honte. J'ai sauté tellement de trucs. J'ai vu le passage que j'ai trouvé très fort avec le message de sa maman. Ça m'a acheté, mais waouh, c'est magnifique. Voilà, ça, j'ai trouvé ça très, très, très ouf. Mais non, j'ai passé la plupart des mots. Parce que même le début, c'est les images, la musique. Enfin, oui, c'est fait d'une manière. C'est bien fait, extra, quoi. C'est hyper bien tourné. Enfin, c'est ouf. Franchement, la qualité du documentaire, elle est quand même exceptionnelle. Oui. Et question peut-être un peu bête, mais du coup, les cendres... Du coup, j'aimerais bien le rencontrer. J'allais même pas te demander ça, mais j'imagine que ça a dû te donner envie, ça, c'est certain. Mais je pense que c'est lui qui, j'espère, aura envie de te rencontrer un jour quand c'est toi qui le fera. Du coup, les cendres de ton papa... Oui. Je les prends avec moi. Tu les prends avec toi sur chaque sommet. Et pour le premier sommet, comment t'as fait alors? Je les avais prises avec moi. Ah ouais? Ouais. Mais donc, même sans savoir que tu allais faire ce sommet? Ouais, en fait, tu sais, je l'ai senti au fond de moi que même si je faisais pas vraiment le Kili ou que je commençais juste ou que j'étais proche ou voilà, je me suis dit, je les prends. Enfin, et même ma mère m'a dit, prends-les aussi. Donc, je les avais avec moi au Kili. Mais on refera le Kili quand même puisqu'on l'a pas filmé avec Hugo pour notre documentaire. Ouais, ce sera le dernier. On le refera en dernier. Donc là, t'en es à combien? Là, 3. Ok. Il en reste 4. Waouh. Ouais. C'est lesquels? L'Everest en avril, l'Antarctique, le Punga Jaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Aile Rose, du coup en Russie, qui est le plus haut sommet d'Europe, c'est pas le Mont Blanc. Et pour boucler la boucle, refaire le Kilimandjaro. Mais bon, à partir de l'Aile Rose, j'aurais terminé le projet 7 sommets et on refera une dernière fois le Kili. Et là, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait qu'il y ait toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le premier jour. Dans le projet 7 sommets, que ce soit mes sponsors, parce que sans eux, c'est un budget pour Hugo et moi, le projet 7 sommets, c'est 400 000 € de budget quand même. Oh ouais. Mais non. Ouais, juste pour gravir les sommets. Ok. Donc, tu vois, j'ai quand même beaucoup de sponsors, quoi. Genre vraiment beaucoup de sponsors. Ouais. Et j'ai quand même envie de vivre aussi des émotions avec eux en montagne et tout ça. Donc on aimerait bien... boucler la boucle avec les partenaires, avec mes gros soutiens. J'ai aussi des chefs d'entreprise à très 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 haut niveau qui me soutiennent et qui me permettent de rencontrer beaucoup de monde, notamment là avec la maison d'édition, avec le projet de documentaire aussi dont je peux pas trop parler parce que je sais pas où. Ok. On n'y est pas. Surprise. Ok. On y travaille. Un petit teaser. On y travaille beaucoup. Mais déjà, on réalise nos docs et on sera trop content de vous accueillir pour voir le prochain doc de l'Alaska. Et puis après, peut-être des familles, peut-être des enfants de l'asso qui viendront aussi avec nous sur le Kili. On verra, ça va être d'ici 3-4 ans. On a le temps de se préparer, tu vois. L'Antarctique, déjà là, l'Everest, c'est 120 000. L'Antarctique, c'est 100 000 aussi. Donc, tu vois, il y a déjà quand même des budgets, chaque chose en son temps. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Waouh, impressionnant. Ouais. Et le livre que ton papa avait commencé à écrire, est-ce que tu vas faire quelque chose autour de ça un jour ou... Oui. J'ai visé juste. Ouais, ça a été signé fin décembre. Mais incroyable. Ouais. Du coup, tu vas faire ton livre en mettant des pages de ton papa, peut-être? Ouais. Oh, je suis trop forte. J'aurais pu être ton agent. Ouais. Incroyable. Franchement, c'est fort parce que, tu vois, moi, j'ai pas l'habitude de recevoir des femmes comme toi avec ton profil. Elles font des choses extraordinaires, mais c'est différent, tu vois. C'est pas de tels challenges qui impliquent des niveaux de performance sportive exceptionnels, avec une histoire en plus derrière qui est dingue. Donc pour moi, c'est pas déstabilisant, mais très... ça change de faire ce genre d'interview, d'avoir ce genre d'échange. Je trouve que c'est
tu vois, émotionnellement, c'est fort, quoi. Moi, ça me... Waouh, ça m'angoisse. Enfin, c'est pas que ça... Je me dis, c'est incroyable, je serais jamais capable de faire ce genre de truc. Bah, je t'avoue que la première fois, du coup, que j'ai fait une interview, c'était dans Ça commence aujourd'hui, j'étais la 3e à passer, mais j'étais bloquée. Vraiment, quand elle m'a posé une question, tu sais, je me suis dit, je vais jamais réussir à sortir un seul mot pour raconter mon histoire. Parce que là, maintenant, forcément, ça fait 3 ans et donc, je la raconte tellement souvent que j'ai l'habitude, j'ai un peu mon discours rodé, on va dire. Mais la première fois, je te jure, j'avais la voix qui tremblait, j'avais les émotions, mais plus. Et je me suis dit, je sais pas si je vais réussir à raconter mon histoire aussi souvent que ça. Et en fait, c'est tellement important pour les gens aussi qui vivent ça en ce moment, des familles qui sont touchées par un cancer et tout, que je sais vraiment que si j'en parle, c'est pour défendre cette cause-là et que du coup, c'est hyper important, quoi. Donc maintenant, j'essaye je suis toujours très émue et particulièrement quand je vais parler des mamans maman et papa de l'asso, les parents de l'asso. Mais ouais, c'est un vrai sujet qui touche beaucoup de gens et qui est pas très joyeux, quoi. Non, non, c'est clair, mais qui est une réalité, malheureusement. Merci Constance, c'était incroyable. C'était, je pense que toutes les personnes qui sont présentes derrière les caméras ont été projetées, avec tout ce que tu as dit, etc. Je pense qu'on était tous vraiment, je sais pas quel terme on peut utiliser, mais omnibulés par tes paroles. Donc merci pour ça. Je t'invite à passer un dernier petit message. C'est ce que je propose en général aux invités, aux filles qui nous écoutent en regardant la caméra qui est là pour celles qui nous regardent sur YouTube, celle du milieu. Voilà, c'était un dernier message à transmettre. C'est le moment. Il y en a peut-être plusieurs. Mais vas-Vas-y. Déjà, vraiment, la vie est courte et ne regardez pas trop ce que peuvent penser les gens ou le jugement. Lancez-vous quand vous sentez que vous avez envie vous sentez au plus profond de votre cœur qu'il faut vous lancer dans ce projet-là. Allez-y et n'ayez pas peur de l'échec. Moi aussi, j'ai échoué le Denali une première fois. J'y suis retournée. C'est pas facile, mais je vous assure qu'on peut réussir à gravir toutes les montagnes. Et puis après, n'hésitez pas à en parler autour de vous, du coup, de la cause, de l'association, si vous connaissez des familles qui sont touchées. Et je serai ravie de vous accueillir, du coup, aux prochaines projections du film de l'Alaska et peut-être vous rencontrer à cette occasion. Et encore, merci à vous pour l'accueil et j'étais super contente d'être là. Merci Constance et les filles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir le podcast si vous avez kiffé l'interview avec Constance. Et franchement, j'en doute pas. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ne vont pas aimer cet échange. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast ou bien à vous abonner à notre chaîne YouTube Sandra Verger et à laisser peut-être un commentaire pour Constance, des questions s'il y en a. Je pense que tu dois en recevoir pas mal. Ouais. Mais je pense que tu dois répondre aux questions. Oui, voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Constance et à la soutenir aussi dans son asso. Merci beaucoup Constance. Merci. Ciao, ciao. Ciao.